depuis plus de 2 siècles aujourd'hui, dans des conditions inacceptables et peuple pour lequel nous n'arrivons pas à trouver entre nous les solutions qu'il faut pour changer la donne. La réalité, c'est que j'ai été inspiré du fait que j'avais entendu le gouvernement annoncer qu'ils avaient mis en place des centres d'hébergement. Et je me suis dit, centres d'hébergement, probablement qu'ils n'ont pas prévu de donner une source d'énergie à ce centre d'hébergement, n'était-ce que pour pouvoir donner de la lumière et charger les téléphones portables. Et comme nous vendons des petites génératrices qui sont appropriées, je pense que la Autoplaza et moi personnellement, le groupe Boulos, on a voulu donner un exemple pour le secteur privé, pour la société civile, pour les élites sociales, politiques et économiques de ce pays, qu'il fallait aujourd'hui des actes des petites victoires qui puissent nous mettre ensemble dans un élan de solidarité. Ce geste, c'était avant qu'on connaisse l'ampleur de la catastrophe, ampleur qu'on est encore en train de découvrir. Ce geste aussi n'a pas été très suivi dans le secteur privé. Ce geste signifie que, d'après vous, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt pour le séisme, pour avoir les centres d'hébergement bien, faire la communication, évacuer, protéger les gens, c'est peut-être réagir aujourd'hui. Bon, je pense que nous avons été pris de court. Effectivement, même le gouvernement n'avait pas réalisé quelques jours en avance ce sinistre qui nous arrivait pour 2 raisons. D'abord, si vous suivez la météo, elle ne prévoyait pas que le cyclone allait passer tel qu'il était passé. Depuis des jours à l'avant, on pensait qu'elle allait tourner vers le nord. Elle n'a jamais fait le tournant. D'ailleurs, je crois qu'on a relaté que c'est la 2e ou 3e fois seulement depuis plus d'un siècle qu'un cyclone suit cette trajectoire est-ouest pour une période aussi longue. Donc, ça c'est un. Deuxièmement, écoutez, dans un pays où nous vivons, où nous gérons tous les jours des urgences, nous ne sommes jamais préparés pour les grandes catastrophes. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui nous soyons prêts pour un autre tremblement de terre, malgré tout ce que nous avons subi, malgré tous les ouragans qui sont passés chez nous, malgré la mise en place de la protection civile, nous ne sommes toujours pas prêts. Mais est-ce un reproche? Non, parce qu'en réalité, nous sommes toujours à gérer le quotidien et les urgences du quotidien, urgence politique, urgence économique, urgence sociale. Donc, on est dans une situation complexe qui nous empêche même de faire un arrêt et de dire allons prévoir. On n'arrive pas à prévoir. La catastrophe est là. Chaque fois qu'on voit de nouvelles photos, chaque fois qu'on a des témoignages, on voit que c'est une catastrophe qui s'est passée dans les départements du sud et de la Grand'Anse. La gestion de la catastrophe mériterait que des décisions soient prises aujourd'hui, comme pour les génératrices au début de l'arrivée de Mathieu. Aujourd'hui, quelles seraient les actions à prendre, sachant ce qui s'est passé en 2010, sachant votre expérience de la CIRH et de la catastrophe qu'on a connue avec le tremblement de terre? Bon, écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut moins compter sur la solidarité internationale et plus compter sur la solidarité nationale. La communauté internationale, d'abord, a tellement de chats à fouetter. 2, je crois qu'il y a une fatigue d'Haïti. Avec raison. Et donc, moi, j'aurais pensé qu'il y a des décisions importantes à prendre. La question des élections. La question de comment venir en aide aux sinistrés. La question du rôle des élites politiques et pourquoi pas des élites économiques dans les décisions qui vont se prendre. Et j'ai pensé tout à l'heure à une idée. Pourquoi ne pas lancer tout de suite les états généraux d'urgence qui pourraient aboutir à un compromis politique dans ce pays, mais un compromis politique dans lequel ce n'est pas seulement les hommes politiques qui sont impliqués. L'élite sociale, la société civile, l'élite économique devraient être impliquées et qui porterait sur, 1, quelle est l'action à entreprendre pour venir en aide à nos sinistrés. 2, qu'est-ce qu'on fait des élections.
entre-temps qu'on a des élections et qu'on a un gouvernement élu, comment on va gérer politiquement ce pays? Je crois que le président Privert fait tout ce qu'il peut aujourd'hui, mais il a quand même une légitimité qui peut-être qui est moins contestée aujourd'hui, mais qui est limitée. Et j'ai entendu le Premier ministre parler, est-ce qu'il faut pas déclarer l'état d'urgence? Toutes ces décisions sont des décisions qui doivent être prises en commun. Et comment associer ceux qui aujourd'hui ne sont pas au pouvoir forcément, mais qui aspiraient à être au pouvoir, à la gestion chaque jour des choses. Et pourquoi ne pas venir peut-être avec un conseil qui regrouperait des candidats politiques, des candidats à la présidence, des hommes d'affaires connus, des intellectuels connus, et créer un conseil qui pourrait servir de soupape de réflexion pour le gouvernement. Nous sommes dans une élection arrêtée à cause de Mathieu, nous sommes dans une catastrophe à cause de Mathieu, et maintenant vous nous proposez de prendre le temps de la réflexion pour voir où est-ce qu'on peut aller. Non, pas un temps de réflexion, c'est un temps d'action. Ce n'est pas un temps de réflexion, c'est un temps d'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a comme le gouvernement qui se démène, mais en réalité, il y a comme une absence de leadership. Donc je dis, créons rapidement un leadership collégial. Et pour arriver à quelque chose. Nous ne parlons pas d'États qui vont prendre même une semaine. Je parle d'un leadership qui rapidement se mettrait ensemble dans les prochains jours pour déjà décider de ce qui se fait. Et la personne qui peut aujourd'hui convoquer ceci, c'est le président Privert. Vous croyez que le président Privert réfléchit à ça pendant qu'il n'a même pas encore annoncé qui va coordonner la réponse à Mathieu, pendant qu'il... On a l'impression que le gouvernement ne sait pas trop bien quoi faire. On a l'impression aussi que le secteur privé organisé ne sait pas dans quelle direction aller. Mais tu viens de me donner raison. C'est-à-dire que je ne suis pas certain que le président Privert y pense. Mais je lance l'idée. Je lance l'idée des états généraux d'urgence. 48-72 heures. Et ceci permettrait au secteur privé, qui a probablement perdu. Parce qu'on est perdu. Pourquoi? C'est devant l'immensité de la catastrophe. C'était une catastrophe à Petit Goâve. Tout le monde pourrait aller à Petit Goâve et résoudre des problèmes. Nous parlons de 3 départements qui sont dévastés aujourd'hui et devant cette immensité, on sent les mains liées, on se sent, disons, dans un état où on n'a aucune idée de ce qu'on peut faire et personne encore à date n'a lancé une idée et comment on peut se mettre en commun. Moi j'entends avec plaisir. Il y a une initiative du secteur privé qui est en train de faire des collectes substantielles de matériel pour apporter. Mais même là encore, on va apporter où? À qui? Est-ce qu'on ne va pas refaire l'exemple de 2010 où des ONG sont venus chez nous, beaucoup probablement se sont enrichis, et ils ont fait monter les prix des maisons, les salaires et autres, mais après ça, on a eu le letdown, si on peut dire le mot. Donc aujourd'hui, je crois que c'est le moment. Dans un pays où on est tellement divisé, on n'a pas pu s'entendre sur une élection l'année dernière. Je doute qu'on va s'entendre sur les résultats de cette élection. Donc, est-ce que ce n'est pas le moment de lancer, écoutez, parfois d'une catastrophe? Vous dites que, est-ce qu'on a le temps? Le Rwanda a eu le temps, après 800 000 morts, de trouver une solution. On n'a pas demandé est-ce qu'on a le temps, on a trouvé le temps. Aujourd'hui, au contraire, peut-être ce qu'on n'a pas fait en 2010, c'est le moment de le faire. Allons prendre ensemble l'idée de se mettre ensemble et de trouver des solutions de compromis politique. On peut dire que c'est un appel que vous lancez à la classe politique, au gouvernement, au secteur privé? Bon, disons que je n'avais pas cette idée de lancer cet appel, mais je dirais à toutes nos élites, parce que, et je l'ai dit dans mon interview de Challenge, il y a des oligarchies partout. Il y a même une oligarchie intellectuelle. Il y a des oligarchies partout. Aujourd'hui, arrêtons de se pointer du doigt l'un l'autre et essayons de créer le véritable compromis, ce que dans le temps on avait appelé le pacte social. Moi, je parle du pacte politique aujourd'hui. Parce que le plus grand problème de ce pays, c'est cette instabilité politique, cette instabilité institutionnelle. Il n'y aura pas de pacte social, il n'y aura pas de pacte économique s'il n'y a pas d'abord un pacte politique. Faisons un pacte politique avec les différentes élites. Donc oui, je réponds, c'est un appel pour un état d'urgence.
pas l'urgence telle qu'on l'a vécue en 2010, pas l'urgence pour donner les mains libres au gouvernement, mais créer les états généraux d'urgence rapidement pour qu'on puisse dire, si on décide qu'il n'y aura pas d'élection tout de suite, c'est le fruit d'une consultation. Si on décide que voilà les actions qu'on va entreprendre, c'est le fruit d'une consultation. Si on décide que peut-être le 7 février, il n'y aura pas de président et légitimement élu, c'est le fruit d'un compromis politique. Il y a des hommes politiques qui sont en campagne depuis de nombreux mois, qui ont dépensé beaucoup d'argent. On leur doit ce respect, qu'ils soient associés à la chose publique aujourd'hui, qu'ils soient associés aux décisions sur la chose publique aujourd'hui. Comment déterminer parmi les 27 candidats que nous avons qui peut être, qui ne peut pas être? Bon, écoutez, j'ai entendu cette question plusieurs fois. Aux États-Unis, à un certain moment, je crois qu'il y avait 17 candidats républicains. Ils n'ont pas eu peur de créer deux niveaux. Les débats n'avaient pas 17 personnes. Les débats avaient 10 personnes. Il y a quand même pas mal de sondages qui ont été publiés, venant de différents groupes. Et je crois que tous les sondages ramenaient les 5 ou 6 personnes qui étaient parmi les premiers. On choisit les 5 ou 6 premiers. Il faut accepter aussi la science dans ce pays. Les sondages peuvent être faits, dépendant de quel groupe ils sont faits. Ils sont baisés, mais il y a la totalité des sondages. On peut faire la moyenne de tous ces sondages et choisir les 6 premiers. Au niveau du secteur privé, il y a des leaders connus, il y a des institutions connues. On fait appel à ces institutions. Au niveau du secteur social, la même chose. Au niveau intellectuel, nous avons quand même des gens très connus qui quand même aujourd'hui sont des leaders au niveau de la classe intellectuelle. Faisons cette rencontre. Nous parlons de peut-être 20, 25. On peut travailler sur une feuille de route et on va discuter pendant 24 heures, 36 heures, jamais dodo, jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose sur lequel on s'est mis d'accord. Vous avez déjà participé à des comités, vous avez participé au comité qui a permis la transition entre le gouvernement Lamotte et le gouvernement d'Evans Paul, vous avez participé à la CIRH. La gouvernance en Haïti, c'est jamais une chose facile, surtout quand on essaie d'avoir des enjeux importants à l'horizon. Vous pensez que cette fois, on pourrait y aller parce qu'encore une fois, une catastrophe nous oblige à nous asseoir ensemble? Et je crois que dans des moments très difficiles, on a su faire montre de solidarité. Au lendemain du tremblement de terre, le président Préval a demandé au secteur privé de l'aider. Je crois que le secteur privé, comme un homme, s'est mis aux côtés du président Préval, non pas pour obtenir aucun quelconque avantage, mais parce qu'on était en face d'une catastrophe. Et je crois que le plus bel exemple, en fait, est la transition de Lamotte à Evans Paul. On a pu faire s'asseoir autour d'une table des gens qui se disaient ennemis. Jamais je n'aurais pensé que Unité, Fusion, Contrapeuple et autres se seraient assis avec le président Martelly. Et je pense qu'on avait trouvé une formule. Que la formule n'ait pas été appliquée totalement et a donné ce qu'elle a donné parce qu'elle n'a pas été appliquée, ça c'est une autre chose. On a toujours deux problèmes. On a un problème d'abord de s'asseoir et de s'entendre, et ensuite de mettre les règles du jeu pour que cette entente puisse être mise en place. Donc aujourd'hui, il ne suffit pas tout simplement de dire ensemble, voilà ce qu'on va faire, il faut s'entendre sur les règles du jeu. Et je donne un exemple très simple. Je crois qu'on allait aboutir le 9 octobre à une très bonne élection. Mais je ne suis pas certain que les candidats auraient accepté les résultats. Parce que malgré tout, on n'a pas encore cet esprit de dire, il y a un match, il y a un arbitre, il y aura des perdants. Le perdant ne veut pas dire que vous êtes exclu dans la gestion de ce pays. Et même lorsqu'il y aurait eu cette élection en France, je crois que celui qui aurait été élu le 7 février devrait penser qu'il ne pourra pas gérer sans les autres qui ont perdu. Mais on est là déjà. On n'est pas au 7 février, on est là déjà. Aujourd'hui, le président Privert, de sa légitimité qu'il a obtenue du vote de l'Assemblée, est le seul qui a aujourd'hui cette capacité de convoquer ces états généraux d'urgence. Il doit le faire. S'il ne le fait pas, nous allons avoir des moments difficiles dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Nous allons avoir 350, 400, 450 000 personnes sans logement, sans nourriture, sans une idée de qui va leur venir en aide, où on va aller avec eux. Au moins, si nous voulons aller demander encore à la communauté internationale de nous aider par des ressources financières, donnons-leur au moins cette image que nous sommes conscients. Parce qu'on a l'impression que nous ne sommes pas conscients, à la limite que nous sommes inconscients. Donc je ne dis pas que ceci
va se faire facilement. Mais il n'y a pas d'autres alternatives. Il n'y a pas d'autre alternative. Il faut aujourd'hui une solidarité nationale qui passe par un compromis politique des différents secteurs de ce pays. Non, j'allais tout simplement ajouter à cet appel de l'état d'urgence, vous ne parlez pas du Parlement. Non, écoutez, quand je parle de l'élite politique, le Parlement fait partie de l'élite politique. Okay. Le Parlement, le judiciaire fait partie de l'élite politique de ce pays. La Constitution a défini qui sont les trois pouvoirs. Et pendant que vous êtes là, la presse fait partie de cet élément. Parce que quelque part, pour qu'on puisse réussir ceci, il faudra aussi qu'on se mette d'accord, qu'on arrête le veau et monter qu'on a au niveau de certaines presses, et qu'on se mette d'accord que nous allons appuyer si cet effort est fait de niveau national, et qu'on ne va pas se mettre à chercher encore la sensation. On a une presse à sensation, il faut le reconnaître. Donc, nous avons des élites parfois inconscientes, nous avons une presse à sensation, nous avons des gens qui ont et qui ne réalisent pas l'importance à ce qu'on construise une classe moyenne qui est aussi une partie de ce gâteau. C'est ce qui crée le désastre que nous avons aujourd'hui. Donc, le Parlement a un rôle essentiel à jouer. Et je crois qu'à date, ils sont aussi absents. Ils sont tout aussi absents que le secteur privé. En fait, les seules personnes qui parlent réellement aujourd'hui, c'est le gouvernement. Mais ils ne font que parler pour le moment. Parce que je pense qu'ils se sentent impuissants. Je crois qu'au fond, le président Rivère, le Premier ministre et les ministres se sentent impuissants. Et nous devons les aider. Pas les aider parce qu'on appuie le président Rivère, on n'appuie pas le président Rivère. Aujourd'hui, il y a la nécessité d'une trêve. Pas politique, une trêve sociale. Parce que notre problème est avant tout une complexité sociale. Il y a la nécessité de cette trêve. Quelle est la différence entre état général d'urgence et l'état d'urgence dont refuse le gouvernement? Non. L'état d'urgence, c'est quelque chose que la Constitution a prévu, qui permet à un gouvernement de prendre des actions, disons, sans passer par les contrôles institutionnels qui devraient être mis en place. Je crois qu'aujourd'hui, la réticence du gouvernement à déclarer l'état d'urgence est le fait du galvaudage qui a été fait de l'état d'urgence pendant les 5 dernières années, depuis 2010, depuis le tremblement de terre. Donc je peux comprendre sa réticence. Et c'est pour ça que, pour qu'elle puisse déclarer l'état d'urgence, il faut qu'elle fasse les états généraux d'urgence. Parce que c'est ces états généraux d'urgence qui pourra lui donner la légitimité pour déclarer l'état d'urgence. Aujourd'hui, ce gouvernement, s'il déclare l'état d'urgence, il aura probablement des coups de franche, mais il va se faire abattre par l'opposition qui n'attend que ça. Et je pense qu'il n'a pas le choix à un certain moment. On ne pourra pas utiliser... Je pourrais même me changer d'idée là-dessus. Je pense qu'en fait, les barrages institutionnels sans l'état d'urgence ne sont pas aussi importants parce que quand on veut faire passer des projets, on les fait passer. Je ne crois pas que c'est l'état d'urgence pour avoir les coups de franche qui sont nécessaires. C'est plus l'état, quand je parle d'état généraux d'urgence, je parle du compromis entre les différents secteurs de ce pays. Ce qui n'a pas été fait, pour le tremblement de terre. C'était le moment extraordinaire pour le faire. Mais nous savons que nous avons fait preuve à une absence de leadership en 2010. Aujourd'hui, jouette là pour privé. Jouette pour privé. Le leadership aujourd'hui que vous réclamez du président Privé, c'est le leadership qui permet de rallier tout le monde autour d'une table. Exactement. Et de dessiner la carte. La voie où on va aller pour trouver une solution à ce désastre. Parce que sinon, d'ici lundi ou mardi, les ONG vont débarquer, quel que soit X. La communauté internationale va prendre le prendre charge. Mais elle ne va même pas prendre charge cette année. Moi, j'ai entendu ce matin 1,2 million des Américains, 225 000 euros. Écoutez, à la limite, on aurait pu leur dire non merci. C'est pas $1 million qu'on n'a pas. OK? À la limite, on pourrait leur dire ça. Le gouvernement peut dégager ça. D'ailleurs, il a parlé des 400 millions de gouttes qu'il a. Si on a besoin de l'aide d'urgence, on a ça pour le moment. C'est plus comment se présenter avec un plan concret de peut-être 100, 200, 300 millions de dollars qu'on pourrait trouver en fait si nous avions aujourd'hui un compromis. Parce que même la communauté internationale, elle tolère aujourd'hui le président Rivère parce que, on allait vers les élections, c'est lui qui est là, mais elle serait plus à l'aise si le président Rivère avait avec lui
le backup de ce pays, ce qu'il n'a pas encore fait. Et je crois qu'il peut le faire. Il a le tempérament pour le faire, il a le doigté pour le faire, et je crois que la situation l'aidera à le faire.